Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette quatrième séance de cours. Nous allons poursuivre les discussions autour des systèmes biohybrides dont on a discuté la fois précédente. On avait commencé et on va le poursuivre en allant un petit peu plus loin, en regardant comment on peut essayer d'interfacer le vivant. Et en particulier ici, on va interfacer les cellules et pas juste quelques éléments du vivant comme on a vu la fois précédente, mais vraiment les cellules entières avec des systèmes polymères, mais pas que, et en particulier des systèmes à base de nanoparticules. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut interfacer tout ça. Donc dans l'évolution du cours, on en est là, et je vais avoir le plaisir, on est ici, donc cette quatrième séance, et puis ce cours en fait sera prolongé par un éclairage un peu plus approfondi sur les particules circulantes. Et ça, c'est Simona Moura qui me fait le plaisir d'être présente aujourd'hui, qui poursuivra ce que je vais commencer à vous parler dans la suite de l'exposé. Donc merci d'être là, même si je sais que c'est les vacances ici en région parisienne. Moi, j'arrive de Bordeaux, donc on n'est pas encore en vacances. Et merci en tout cas de votre présence. Donc je vais redémarrer par ces définitions qu'on avait déjà discutées la fois précédente de ce qu'est un biohybride. Donc c'est un composé, on va dire c'est un élément qui va associer et qui va être composé d'éléments biologiques et d'éléments non biologiques. Donc on a vu la fois précédente l'association de protéines ou de peptides, donc ce sont des éléments, on va dire, extraits du monde du vivant, et comment on peut l'interfacer avec les polymères. Là on va aller un petit peu plus loin, comme je l'évoquais, on va regarder à une plus grande échelle, à l'échelle d'une cellule. Et puis dans mon titre, est cette notion de nanotechnologie. Alors cette notion de nanotechnologie, ici, si on regarde un peu la définition qu'on peut trouver, les nanosciences et les nanotechnologies sont associées à une dimension caractéristique. Donc ça vient effectivement du grec ici, qui veut dire nain, qui veut dire très petit, mais qui peut être défini au minimum comme la distance caractéristique entre deux atomes. Et ça, c'est finalement la distance qui est très souvent celle qu'on imagine et qui est fondamentale en physique, parce que c'est là où on va trouver des effets quantum, par exemple, ou des effets magnétiques particuliers. Dans le monde du vivant, on est à une autre échelle. On est plutôt à la dizaine de nanomètres ou à la centaine de nanomètres. Donc cette échelle-là, en fait, n'a du sens que par rapport au domaine en fait, dans lequel on se présente. Et nous, vous allez voir que les distances caractéristiques, les dimensions caractéristiques sont plutôt d'un ordre de grandeur supérieur. Comme je l'ai évoqué, ou comme je l'ai décrit dans mon cours, l'idée, c'est vraiment soit d'imiter, soit de prendre des éléments du vivant pour développer ces systèmes biohybrides. Donc il y a toujours derrière ces notions de biomimétisme. Là, on va vraiment associer les deux ensemble, et puis on verra un petit peu dans la suite des cours, effectivement, comment est-ce qu'on peut finalement mimer ces choses-là. Et comment est-ce qu'on peut mimer, par exemple, une cellule. Et ça, c'est des choses où on va aller de petit à petit, et étape par étape, pour voir les éléments importants que l'on peut intégrer. J'avais montré ce transparent en finissant le cours précédent. Là, l'idée, c'est d'associer effectivement cellules polymères ou cellules et nanoparticules. Vous allez voir qu'il y a énormément d'intérêts dans des domaines qui sont très différents. Et je vais illustrer, avec le temps que j'ai, mais vous donnant vraiment comment dire en français, une flavor, juste un avant-goût en fait, de ces différents domaines en vous donnant un exemple ou deux exemples particuliers que j'ai choisis de façon complètement subjective, puisque c'est des exemples que je trouvais particulièrement intéressants. Et donc vous allez trouver un intérêt dans des domaines aussi variés que la thérapie et la thérapie cellulaire. Et ça, on en reparlera davantage, et Simona illustrera cet aspect-là plus en détail, mais aussi dans des domaines comme la régénération tissulaire, les domaines de senseurs, biosenseurs, et puis des domaines qui sont de la robotique, où là, on est encore peut-être dans le plus, on va dire, spectaculaire en termes de ce qu'on peut créer en interfaçant effectivement le vivant avec le domaine synthétique, et je vous donnerai un exemple de motilité que l'on peut essayer de répliquer. Donc la clé dans tout ça, et dans cet interfaçage, c'est qu'on a eu des avancées spectaculaires dans différents domaines, on va dire dans les domaines séparés et pas opposés, mais on va dire en parallèle, dans le domaine des matériaux,
où on a pu créer, développer des matériaux de plus en plus innovants, de plus en plus smart en anglais ou intelligent en français, la traduction pas très, je pense pas très appropriée, on va dire plutôt stimulable, fonctionnelle. Et puis on a aussi une compréhension du vivant et de la cellule qui est de plus en plus important. Et en fait on arrive à un moment donné où effectivement on va pouvoir, vous allez voir comment, on va pouvoir associer ces deux mondes-là, qui sont deux mondes qui peuvent a priori apparaître différents, voire incompatibles. Et vous allez voir qu'on peut les associer de façon compatible, y compris en mélangeant la chimie de ces systèmes-là avec une chimie qui va être compatible. C'est-à-dire qu'on peut faire la chimie effectivement sur des cellules, tout en préservant l'activité cellulaire. Et je vais vous montrer quelques exemples de ce qui peut être fait aujourd'hui. Donc une vision simplifiée en fait, de la chose, c'est de se dire que bien, dans cette association de systèmes hybrides, le rôle des matériaux synthétiques va être principalement de protéger et de structurer les cellules, les ordonner, les passer dans un espace, on va dire, qui est particulier quand on veut faire de la régénération de tissus, ou bien les protéger quand on veut utiliser l'activité cellulaire, parce qu'effectivement, on peut avoir une dégradation prématurée de l'activité cellulaire. Et puis le rôle des cellules vivantes, elles, eh bien, va être d'assurer les fonctions, leurs fonctions essentielles qui peuvent être aussi diverses que avoir des propriétés sensorielles, donc détecter quelque chose, de synthétiser quelque chose, de sécréter, on va dire, différents éléments, ou bien de se mouvoir, pour certaines cellules, les cellules du muscle par exemple. Et donc ça ouvre effectivement beaucoup de perspectives en biologie, à la fois en biologie de synthèse, mais aussi en médecine. Et je vais vous donner quelques illustrations qui, à travers quelques exemples choisis à nouveau dans ces différents domaines. Et donc, il y a plein de types cellulaires qu'on peut utiliser aujourd'hui, des cellules à la fois mammifères, mais aussi des cellules d'insectes ou des cellules de microbes ou des bactéries. Et il y a beaucoup de polymères qu'on peut utiliser. Alors, polymères en tant que tels, mais aussi sous forme de... Donc, en tant que tel, je veux dire une chaîne libre de polymères, mais aussi sous forme de nanoparticules, donc des polymères déjà formulés, et avec différentes technologies associées. Vous allez voir dans certains exemples, il y a vraiment des notions de technologie, mettre les cellules au bon endroit, les imprimer, utiliser des techniques qui sont finalement issues des techniques de la microélectronique. Tout ça venant ensemble pour développer vraiment des outils technologiques. Et l'idée ici, c'est d'avoir une fonctionnalité qui est contrôlée avec ces systèmes vivants. Donc vous allez le voir à travers quelques exemples. Ce qu'on va voir beaucoup ici, c'est ce sur quoi je vais détailler un petit peu plus les choses, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de surface cellulaire. Donc on a une cellule, et à la surface de cette cellule, il y a énormément de groupements, on va le voir, de groupements chimiques, biochimiques. Il y a des sucres, il y a des protéines, on l'a déjà évoqué. Et il y a des groupements réactionnels sur lesquels on peut venir faire de la chimie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'on va vouloir faire de la chimie, mais ces groupements fonctionnels à la surface de la cellule, on l'a aussi déjà évoqué, ils sont importants parce que c'est eux qui vont être capables de reconnaître certains éléments, qui vont être capables d'induire la signalisation. Et donc il ne faut pas perturber finalement cette signalisation par la chimie qu'on va pouvoir faire en surface. Et c'est tout le jeu qu'il faut contrôler et maîtriser. Et c'est tout on va dire la pertinence de la chimie, on va dire moderne, qui permet de faire tout cela. Et je vais vous l'illustrer à travers quelques exemples. Ce qu'on appelle ces conjugués cellules-polymères, donc c'est associer un polymère à une cellule, de façon à l'associer. On peut le faire de façon covalente, si on va faire un lien chimique entre les deux espèces, ou on peut le faire à travers des interactions. Donc on va interagir la cellule avec différents éléments, donc polymères ou nanoparticules. Interactions voulant dire des interactions faibles, réversibles, qui peuvent, autrement dit, se défaire dans certaines conditions biologiques particulières. Et cela, on peut le faire, et c'est une approche qui est essentiellement utilisée, enfin qui est particulièrement pertinente, on va dire aujourd'hui, dans toutes les approches de thérapie cellulaire ou bien d'ingénierie tissulaire, et c'est ce sur quoi on va discuter un petit peu plus. Et donc si on compare ces polymères de synthèse, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de polymères de synthèse qui sont utilisés, ou des polymères dits artificiels, donc ingénierés par l'homme, ou des polymères, on va dire, issus du vivant, mais modifiés, on va dire, par l'homme, donc modifiés par le chimiste, typiquement, eh bien, ces polymères ont le bon vouloir d'être biocompatibles, si on les choisit de façon appropriée, d'avoir une fonctionnalité qui va être prédéterminée par le choix du polymère, et puis d'éviter la dégradation, d'avoir une stabilité chimique, biochimique, qui permet d'avoir une
préservation des propriétés de l'activité, y compris dans un environnement complexe biologique. Ce qui n'est pas forcément le cas de systèmes parfois biologiques qui vont pouvoir être dégradés parce qu'ils sont prévus pour être dégradés. Et au-delà de ça, ces polymères synthétiques, très souvent, ne vont pas présenter d'effets immunitaires, comme on l'a évoqué lors du cours précédent, puisque, effectivement, on va pouvoir masquer, quelque part, le vivant ou les cellules qu'on va injecter par, justement, ce polymère qui n'a pas d'interaction avec la signalisation immunitaire que l'on va retrouver au niveau biologique. Donc ça, c'est le contexte. Et maintenant, je vais vous illustrer, on va dire, trois grands domaines, on va dire, en choisissant quelques exemples dans tout ça. Un premier exemple autour de ce qu'on peut très, on va dire, vulgairement ou de très loin, de façon très simplifiée, appeler la protection ou la préservation d'une activité cellulaire. Donc on veut utiliser les cellules, mais on veut qu'elles soient stables plus longtemps dans des environnements qui peuvent être complexes. Et ça, on peut l'utiliser donc, soit en termes de thérapie cellulaire, mais aussi en termes de génération de tissus. Et donc là, typiquement, ce que l'on va faire d'un point de vue technologique, c'est qu'on va greffer des polymères sous forme de chaînes ou de nanoparticules sur une cellule où on va intégrer en fait, ces cellules dans un système qu'on peut appeler un gel, donc un système de réseau. Donc ça, c'est une première approche. Une deuxième approche, ça va être de développer des actionneurs et donc d'utiliser les cellules comme, en particulier les cellules contractiles, pour développer des systèmes qui sont capables de bouger, de se mouvoir. Donc là, on va être dans la robotique, la soft robotique, la robotique molle, douce, en français. Enfin, les traductions en français ne sont pas toujours très, très élégantes. Mais donc là, on va être dans les robots. Robots qui éventuellement peuvent être des robots capables de se mouvoir, y compris dans un système biologique et de façon autonome. Donc ça, c'est une vision très lointaine, très, très futuriste. Et puis une vision un peu moins lointaine et moins futuriste, c'est ce qu'on peut décrire comme la bioproduction. Donc certaines cellules, effectivement, comme les cellules souches, comme un certain nombre de cellules, d'autres cellules pancréatiques ou des cellules probiotiques, possèdent des activités thérapeutiques et sont capables de produire des espèces, par de la biochimie, qui vont avoir une activité biologique, en particulier une activité thérapeutique. Et on peut utiliser ces cellules, effectivement, comme traitement thérapeutique. On peut les utiliser telles quelles, mais souvent on les utilise aussi modifiées. Modifiées par de la chimie. Et on va voir par quelle chimie on peut faire tout ça. Et moi, je vous donnerai un éclairage spécifique ici sur ce qu'on appelle les cellules T, donc les lymphocytes T. Et Simona étendra à d'autres types cellulaires dans la suite de son exposé. Donc on va commencer par la première partie, qui est effectivement comment est-ce qu'on peut faire de l'ingénierie ou faire de la chimie à la surface de cellules. Et donc là, il y a différentes façons de le faire, différentes façons, avec la vision du chimiste que je suis, qui est de se dire qu'en gros, on peut résumer ça à trois types d'approches. Soit on va greffer un élément prédéfini, pré-synthétisé sur la cellule, soit on va pouvoir faire de la chimie à partir de la cellule. Donc c'est la cellule qui va pouvoir servir d'amorceur de polymérisation, par exemple, après une modification appropriée. Ou bien on va pouvoir encapsuler ces cellules dans un milieu. L'objectif étant toujours de préserver l'activité cellulaire et la maintenir de façon appropriée par rapport à l'application. Et donc, un premier exemple que je voulais vous donner, vous décrire ici, c'est la modification de globules rouges avec un résus D, qui est dit un résus D furtif. La problématique étant que, quand on a, par exemple, une femme qui est enceinte, avec un bébé qui a un résus qui est positif, la mère ayant un résus qui est négatif, les globules rouges du bébé vont traverser la paroi membranaire. La mère va développer des anticorps opposés à ce résus, et puis ces anticorps vont pouvoir rediffuser à travers la membrane plasmique et venir finalement dégrader les globules rouges de l'enfant. Et donc ça, c'est effectivement une problématique importante. Et donc pour la contrecarrer, il faut faire des transfusions sanguines. Mais faire ces transfusions sanguines, ici, donc c'est des globules rouges, on va dire, qui sont à résus D, qui vont être positifs, donc qui vont bloquer la reconnaissance d'antigènes-anticorps. Pour éviter en fait ce phénomène de réponse immunitaire contre
contre l'embryon ou contre le bébé. Comment le faire de façon durable? Et pour le faire de façon durable, eh bien, c'est une technique de masquage qui a pu être développée, ou qui peut être développée. En tout cas, c'est une technique qui est proposée. Et donc là, la chimie ici, c'est une chimie qui va être une chimie où on va utiliser le globule rouge, que vous voyez ici, utiliser une séquence ici, qui est une séquence d'une courte chaîne lipidique ou chaîne grasse qui va pouvoir s'intégrer ou s'ancrer dans la membrane du globule rouge et qui va exposer à la surface ce groupement réactif ici, qui va pouvoir être utilisé pour venir conjuguer une enzyme particulière, donc qui est la Höchstradich peroxydase, donc qui est une enzyme qui va être capable d'induire une réaction d'oxydation à la surface donc de la cellule. On va pouvoir venir rajouter à la surface ici un polymère qui est le polysialique acide. Et ce polysialique acide eh bien, va être donc appliqué à la surface. Il va pouvoir réagir avec un composé ici qui est la tyramine, donc avec un couplage, on va dire, peptidique classique, donc un couplage amine-acide, pour venir exposer ce groupement phénol ici, qui va pouvoir ensuite être oxydé par l'enzyme que vous avez greffée ici, de façon à venir réticuler à la surface, faire une sorte de coque, une sorte de gel particulier qui va permettre, donc qui est induit enzymatiquement, hein, de façon douce, qui va permettre de faire cette coque protectrice autour du globule rouge. Et c'est ce que vous pouvez voir en fait ici. Vous avez les globules rouges, on va dire natifs, et vous avez le globule rouge qui a été ingéniuré. Vous voyez qu'ils ont la même forme, hein, c'est une couche qui n'est pas une couche épaisse, c'est une couche moléculaire relativement fine. Vous pouvez voir en microscopie ici cette couche qui est représentée là. Et puis si on vient greffer une molécule fluorescente par cette chimie de couplage qu'on va pouvoir retrouver ici, qu'on va pouvoir faire sur ces différents éléments, vous voyez que les globules sont entourés d'une coque fluorescente, donc on peut voir ce marquage. L'intérêt de faire ça, c'est effectivement de protéger finalement ces globules, d'éviter la reconnaissance immunitaire et d'avoir une préservation de leur activité, puisque là vous avez un gel qui va être poreux, perméable, qui va laisser passer les différentes espèces à travers cette couche de gel. Donc là, on a une chimie de surface cellulaire que l'on peut faire à partir d'une technique, effectivement, où on va venir ancrer dans la membrane cellulaire un élément qui va pouvoir réagir, ou faire réagir, et faire cette coque autour de la surface. Vous avez d'autres chimies qui peuvent être réalisées, où cette fois-ci, on va faire la chimie à partir de la surface, y compris avec des réactions de polymérisation, qui sont des réactions de polymérisation qui peuvent être, enfin en tout cas sembler, on va dire, assez rudes, qui peuvent être de la polymérisation radicalaire. Donc l'exemple qui est ici, donc c'est sur d'autres types cellulaires, et là ça a été, on va dire, mis en évidence sur différents types de cellules, eucaryotes et procaryotes. Et ce que vous voyez ici, donc sur ce type cellulaire, vous allez venir à nouveau ancrer, donc vous avez deux chaînes grasses qui sont ici, qui vont pouvoir venir s'ancrer à la surface de la cellule. Et puis vous avez ici ce qu'on appelle un agent de transfert qui va permettre la polymérisation radicalaire de polymères de type polyacrylate. Ces acrylates pégylés, donc avec ce fameux polymère qui donne une furtivité, une non-reconnaissance biologique. Et avec des réactions de polymérisation qui sont extrêmement rapides, puisqu'en moins de 5 minutes, vous allez pouvoir polymériser ces différents monomères avec un mécanisme radicalaire, avec l'éosine, on va dire, comme système catalytique. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que vos cellules, donc on regarde l'activité cellulaire et en faisant un test de cellules mortes ou cellules vivantes, ce que vous voyez, c'est que les cellules, après modification, gardent le même phénotype et les mêmes caractéristiques qu'avant modification. Donc vous allez préserver l'activité cellulaire et la cellule reste vivante, entre guillemets. Mais vous avez cette couronne ici de PEG en surface, donc cette décoration de surface de votre cellule qui permet de préserver son activité, qui permet d'éviter, on va dire, l'interaction de ces cellules, qui permet surtout de les garder, de les conserver actives de façon beaucoup plus longue que s'il n'y avait pas cette modification. Et vous pouvez voir effectivement cette décoration avec ce PEG ici, enfin ce monomère
qui a été décoré avec un groupement biotine, qu'on peut faire interagir avec un colorant, avec un groupement streptavidine, qui va être complémentaire. Et vous voyez ici, en surface de la cellule, cette fluorescence, enfin vous la devinez, hein, la fluorescence que vous avez autour de la cellule, c'est le noyau qui est représenté en bleu ici, et le contour qui est représenté ici en rose. Donc vous voyez qu'on peut faire de la chimie de surface, y compris la chimie dite radicalaire, qui est la chimie qu'on peut penser comme étant une chimie un petit peu rude, mais en préservant l'activité cellulaire et en maintenant cette activité. Alors on peut le faire d'une autre façon. Une autre façon, c'est cette fois-ci en utilisant plutôt des techniques d'encapsulation. Alors, au lieu de faire une encapsulation finalement autour d'une cellule unique, comme on peut le faire avec les méthodes que je vous ai représentées précédemment, alors soit en faisant un gel, soit en faisant pousser des chaînes polymères, on peut le faire aussi avec des techniques plutôt de fluidique, donc où on va finalement faire des gouttes. Donc là, c'est plutôt des techniques, on va utiliser des approches d'émulsification et de double émulsion. Donc c'est une émulsion qui va être une émulsion eau dans huile dans eau. Donc on va faire une goutte d'eau dans l'huile puis dans l'eau. Donc on va avoir une fine couche d'huile. Et dans la goutte d'eau interne, on va mettre un certain nombre de cellules qui peuvent aller jusqu'à la cellule unique, mais en général, on va mettre un ensemble de cellules, et avec des éléments chimiques qui vont être capables de gélifier pour venir, à la fin, avoir une structure de gel complètement dans l'eau, puisqu'on va retirer l'huile du système pour pouvoir utiliser ces systèmes-là dans l'eau. Donc la chimie, pour faire ça, c'est un groupement ici qui est un polymère précurseur, donc qui est un PEG à 4 branches, ce qu'on appelle un macromonomère, qui va être capable de réagir et de venir se coupler à la surface de la cellule. Pour reconnaître et interagir avec la surface cellulaire, ces PEG peuvent être modifiés ici avec des groupements de type RGD qui vont interagir avec la surface de la cellule pour avoir vraiment une intégration de la cellule dans ce gel. Et puis ce polymère va être réticulé pour former un réseau. Donc là, on va avoir un réseau qui va contenir, donc en théorie, un certain nombre de cellules en formant des gouttes et un train de gouttes. Donc ça, on peut produire ça à grande échelle. On peut faire tout un tas de gouttes comme ça en utilisant ces techniques de fluidique. Ça, c'est le schéma, ça, c'est la réalité. Et vous voyez au cours du temps, effectivement, que vous préservez votre activité cellulaire, donc sur différents types cellulaires ici, donc des cellules mésenchymateuses qui sont des cellules souches, donc c'est différents types cellulaires. Vous voyez au cours du temps, vous conservez l'activité cellulaire dans ces différents cas. Et ce que vous voyez, c'est que même dans certains cas, en fait, les cellules encapsulées préservent une légère meilleure activité que les cellules normales. Et ce qui veut dire qu'en théorie, on peut développer, faire diviser des cellules, les préserver dans ces sacs, dans ces réservoirs. Et ça, aujourd'hui, ce sont des technologies qui ont été développées il y a plus d'une dizaine d'années, mais c'est des technologies qui, aujourd'hui, sont vraiment utilisées et développées pour des nouvelles thérapies cellulaires. On va pouvoir réinjecter un certain nombre de cellules. Il y a une compagnie bordelaise qui s'appelle Trifrog qui développe alors, ce n'est pas une technologie équivalente à celle-ci, mais qui développe une technologie qui est vraiment de venir encapsuler, développer, croître différents types cellulaires de façon à pouvoir les réinjecter chez le patient. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont en plein développement actuel, de façon à préserver, maintenir l'activité cellulaire sur le long terme. D'accord ? Ce qui est difficile autrement. Une autre utilisation qui, elle, est on va dire, connue depuis assez longtemps aussi, mais qui représente toujours un grand nombre d'enjeux, c'est d'aller construire dans des structures biohybrides, cette fois-ci tridimensionnelles. Vous voyez qu'on va de la décoration d'une cellule unique jusqu'à faire des systèmes qui sont 2D ou 3D, donc en mettant des systèmes dans des gouttes, mais on peut aussi faire des réseaux plus complexes de cellules. Et là, l'objectif, c'est d'aller vers des systèmes qui vont nous permettre de faire de la régénération de tissus. Et de la régénération de tissus qui sont parfois complexes à développer. Et je vais vous donner, on va dire, 2 exemples de tissus, on va dire, compliqués à développer dans certaines pathologies. Le premier exemple, c'est le développement ici d'hydrogels qui permettent d'administrer des cellules souches, et ceci pour la régénération de l'épithélium dans un stroma cornéen, mais un stroma cornéen qui est un stroma sévère. Donc il y a 2 options, c'est recoudre, ou bien avoir un tissu, un biomatériau,
qui va être capable de combler, on va dire, ce stroma et venir redévelopper ce tissu complexe au niveau de la cornée. Pour le faire, en fait, la difficulté, c'est que vous avez besoin d'apports de différents types cellulaires, donc des cellules souches épithéliales de limbique, et puis des cellules qui vont être réparatrices, comme les cellules souches qui vont être dérivées ici du tissu adipeux. Donc on a besoin de ces deux types cellulaires, et les stratégies en fait, d'implantation sont assez limitées, et puis les sutures présentent très souvent des risques, et ne sont pas forcément très efficaces dans ces systèmes traumatiques. Donc le polymère qui permet de faire ça, en tout cas dans ce développement ici assez récent, eh bien c'est un polymère qui est très classiquement utilisé dans de nombreuses applications au niveau des biomatériaux. On va retrouver l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique est un polysaccharide qui a cette structure chimique ici, qui est un polymère qui est très bien toléré, très biocompatible, très hydraté. On crée beaucoup d'acide hyaluronique en nous et on sait le dégrader. Et puis cet acide hyaluronique, il est modifié pour faire un réseau qui va permettre d'emprisonner, on va dire, les types cellulaires, avec des groupements hydrazines, qui sont ces groupements chimiques qui sont représentés ici. Et en fait, ce groupement hydrazine va être capable de se couper, de venir se cliver dans des milieux légèrement acides, et donc quelque part potentiellement dans un milieu physiologique particulier. Et puis, on a d'autres groupements qui ont été rajoutés ici à la surface, donc qui ne sont pas des groupements, l'acide hyaluronique, c'est tout ce qui est en noir. Donc c'est une chimie de surface, une chimie à la surface de cet acide hyaluronique pour introduire des groupements dits catéchols. Et en fait, ces groupements catéchols, avec ces deux groupements alcool ici, alors c'est un des groupements qu'on va retrouver qu'on va retrouver de façon importante dans la structure de la protéine du pied de la moule, en fait. Donc c'est des polymères, c'est des groupements qui vont promouvoir l'adhésion, et l'adhésion dans des milieux humides et l'adhésion cellulaire en particulier. Et en fait, c'est ces groupements qui vont permettre d'adhérer au tissu. Donc il faut avoir une bonne adhésion, effectivement, au tissu biologique. Donc c'est une inspiration biomimétique qui a été utilisée, comme on vous le dit ici. Et donc ce gel doit être capable d'intégrer, effectivement, ce type cellulaire ici, qui sont les cellules, cellules souches dérivées du tissu adipeux. Et puis à la surface, eh bien, on va ensemencer l'autre type cellulaire, qui sont les cellules souches épithéliales ici, qui vont recréer la cornée à la surface. Et ça peut se faire effectivement après conjugaison ou interaction avec du collagène. Et ce que vous allez pouvoir voir ici, c'est que ce catéchol que vous avez rajouté donc ce catéchol qui est ce groupement-là, ce groupement-là que vous avez rajouté à la surface en fait, de l'acide hyaluronique, permet d'interagir avec le collagène et permet d'avoir une adhésion cellulaire qui va être structurée et ordonnée, comme vous pouvez le voir ici, donc en présence effectivement de ce groupement qu'on appelle la dopamine, par rapport à la présence de gel qui ne présente pas ces groupements-là. Donc vous allez pouvoir orienter les cellules, vous allez pouvoir promouvoir l'adhésion cellulaire de façon très spécifique, tout en conservant un gel, vous voyez, qui a des propriétés de transparence qui sont bien sûr parfaites, parce que là on est sur des traitements au niveau de la cornée, donc sur l'œil, donc on veut garder une parfaite transparence. Et là, ça vous permet de développer une régénération donc, sur la cornée par ce biomatériau qui va contenir les cellules qui vont permettre d'induire cette régénération de façon plus efficace que ce que vous aviez avec une suture donnée. Donc ça, c'est des tests qui ont été réalisés, bien sûr, chez l'animal, mais qui sont très prometteurs en termes d'application chez l'homme que vous pouvez trouver, que l'on pourra retrouver dans le futur. Un autre exemple que je voulais vous décrire, c'est dans la reconstruction de tissus un peu complexes, c'est la reconstruction de l'os. Alors ça paraît être quelque chose qui est extrêmement simple, l'os, on sait reconstruire de l'os, c'est assez facile. Quand on se casse un os, il suffit de réaligner en fait, l'os et puis ça va se reconstruire tout seul. Sauf que quand on a une grosse lésion, eh bien là c'est beaucoup plus compliqué. Et on va avoir effectivement, donc si on a un gros écart entre les deux parois de l'os, eh bien on va avoir besoin d'intégrer un biomatériau qui va permettre de faire la jonction ici entre les deux surfaces. Si on regarde la composition de l'os, eh bien, on va retrouver effectivement principalement de l'hydroxyapatite. Donc il y a une phase inorganique et une phase organique. La phase inorganique, elle est majoritaire. C'est l'hydroxyapatite, donc c'est l'inorganique qui va construire
qui va être la partie, on va dire, dure de l'os. Il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr de l'eau, comme dans tous les systèmes vivants. Et puis il y a une partie qui est une partie organique. Des protéines, le collagène en particulier, et des lipides. Mais en fait, ce qui est important quand on va reconstruire de l'os, ce n'est pas juste reconstruire un truc dur, mais si on veut que l'os soit durable, il va falloir qu'il soit innervé, il va falloir que les nutriments puissent arriver et circuler, hein. Il va falloir aussi qu'il y ait une vascularisation. Donc il va falloir revasculariser cet élément ici entre les deux et laisser passer les nerfs, d'accord, pour avoir un vrai os vivant, d'accord, et pas juste un truc inorganique qui est repoussé de façon complètement anarchique et qui ne va pas être durable, qui ne va pas être suffisamment solide. Et donc pour le faire, ça c'est des choses qui ont été développées en fait, au laboratoire à partir d'un scaffold ou d'un polymère dont on a déjà parlé la semaine dernière. C'est des polymères dérivés de l'élastine, donc c'est des polypeptides dérivés de l'élastine. Et ces polypeptides dérivés de l'élastine, donc on va retrouver dans les tissus conjonctifs principalement, c'est un biomatériau qui est inerte et qui n'est pas actif d'un point de vue biologique. Hein, mais c'est un matériau qui résiste bien à la dégradation et qui n'a pas d'activité. Et ce que vous a montré Elisabeth la semaine dernière, c'est qu'on peut ajouter de l'activité en faisant des modifications chimiques sur ce backbone, sur cette structure polymère. Et donc comment est-ce qu'on va le faire ici? Est-ce qu'on va pouvoir le faire ici? Eh bien, on va le faire en construisant un matériau qui va donc être cette chaîne de protéines de l'élastine, qui est designé pour avoir des groupements qui vont pouvoir être modifiés chimiquement. Donc ces groupements ici, vous voyez, on introduit une double liaison. Cette double liaison, c'est une liaison qui est réactive. Et on va venir gélifier, donc connecter ces chaînes polymères entre elles, avec ces points ici qui sont en rose, en faisant réagir un peptide. Et on va voir ce peptide, l'intérêt de ce peptide, avec deux peptides même, qui ont des groupements ici, des groupements cystéine, donc c'est des thiols. On va pouvoir réagir en faisant une chimie dite de thiol N, réagir ce groupement thiol ici, par le groupement cystéine, sur cette double liaison, induit par une activation, qui est une activation par la lumière. Donc on fait un gel, que vous avez ici, connecté par ces connexions ici roses, et puis ce gel, on peut éventuellement le sécher, le congeler et sublimer l'eau, pour avoir un biomatériau qui va être un biomatériau solide, qui va pouvoir être inséré donc, entre deux parties de l'os qu'on va vouloir régénérer. Alors ça ne suffit pas, il faut rajouter dans la composition, on va dire, du biomatériau total, un peu d'hydroxyapatite, ici avec un certain pourcentage. Donc, vous voyez, plus il y a d'hydroxyapatite, plus on le voit ici au microscope, c'est ces petits grains ici, c'est des hydroxyapatites qui sont précurseurs en fait, de l'os, hein, c'est des toutes petites nanoparticules qui ont la même structure cristalline que vous allez retrouver dans l'os, qui vont aider la nucléation de la structure osseuse. Donc c'est un biomatériau un peu complexe, qui va être capable d'interagir avec les types cellulaires, et qui va être capable de venir donner une signalisation cellulaire spécifique pour induire justement l'innervation et la vascularisation, donc avec ces différents types cellulaires que l'on a là. Donc il n'y a pas de cellules dans ce gel, mais c'est un gel qui va pouvoir être imprégné pour venir recruter les cellules directement présentes dans le milieu physiologique. Alors si vous regardez le résultat, donc ça c'est une première étude où finalement ont été implantés ces biomatériaux sous la peau, donc ce n'est pas vraiment dans un os ici, mais pour voir effectivement au bout d'un certain temps, au bout de 4 semaines, vous voyez qu'il y a ici c'est de la tomographie rayons X, donc vous voyez qu'il y a de l'inorganique qui a été recréé, donc il y a de l'os qui a été recréé. Et si on regarde cette structure ici, eh bien ce que vous voyez, c'est que vous retrouvez à la fois, donc en fonction de la composition des différents réseaux, là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez à la fois donc, des marqueurs qui donnent la présence de réseaux de neurones et la présence de réseaux vasculaires dans l'os. Donc ce n'est pas juste de l'inorganique, hein, mais c'est aussi de l'inorganique qui est vascularisé et innervé. Et puis des études plus récentes, c'est aussi sur un modèle animal, donc c'est un défaut, un implant osseux sur un défaut de fémur de rat. Donc vous avez ici un trou en gros qui a été créé. Et puis ce que vous voyez, c'est bon, s'il n'y a rien, il n'y a pas de comblement. Et puis si le biomatériau qu'on a créé au bout de 8 semaines ici, vous voyez que vous retrouvez
ici de l'os qui a été recréé. Donc ça, c'est à nouveau en tomographie rayons X. Et puis ça, c'est la formulation, on va dire, de référence. Vous avez effectivement une recréation qui est assez similaire, en tout cas en termes de matrice inorganique. Par contre, ce que vous regardez, c'est ce que vous voyez ici, c'est le volume minéral sur le volume total. Alors, il y en a un peu moins, on va dire, dans le biomatériau que l'on a créé par rapport à la référence qui est ici. Mais il y en a moins parce qu'en fait, ce biomatériau est plus innervé et plus vascularisé. C'est-à-dire qu'il y a plus de composants, on va dire, organiques par rapport à l'inorganique. Et ça, c'est ce que vous voyez ici sur ces marquages cellulaires au bout de 8 semaines. Vous avez effectivement une bonne homogénéité à la fois des vaisseaux sanguins et de l'innervation dans cet os-là, donc qui représente finalement un os qui va être de meilleure qualité et plus durable par rapport à un os que vous allez reformer de façon complètement anarchique. Donc là, des tests sont en cours sur des animaux plus gros, sur la chèvre typiquement, pour voir jusqu'où effectivement on peut intégrer ce genre de biomatériaux pour ces comblements osseux, qui sont des comblements osseux à nouveau avec des gros volumes à combler, d'accord ? Ce qui est effectivement très compliqué. Alors je voulais vous donner un autre exemple sur un domaine qui est très différent et où on va intégrer à nouveau matériaux, cellules dans les domaines de la robotique. Et je vais vous donner un exemple. Un exemple que je trouve assez extraordinaire, qui a été publié il y a presque 10 ans maintenant dans la revue Science. Ce qu'ont cherché à faire ces chercheurs ici, qui sont des chercheurs de Harvard et de Séoul, c'est de mimer le mouvement de l'arrêt que vous avez ici. Donc ça, c'est le mouvement de l'arrêt réel qui est filmé. Et pour reproduire en fait ce mouvement, donc ce qu'ils ont utilisé, c'est des cellules contractiles, donc qui sont capables de se contracter. Donc là, ils ont utilisé des cellules qui sont des cardiomocytes de rats, qui sont sur un matériau qui va être déformable. Donc là, c'est ce qu'on appelle un élastomère, donc c'est un réseau de polymères en silicone, avec différentes couches. Donc il y a une couche d'élastomère, une couche ici qui est une impression d'or, pour avoir une rigidification qui est avec une certaine dimension caractéristique, une deuxième couche d'élastomère, et puis une couche de cellules. Et ces couches de cellules sont orientées dans une direction particulière. Donc il y a vraiment une ingénierie très complexe derrière tout cela, et je n'ai absolument pas le temps, il faudra 1 heure pour vous expliquer en détail cet article. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a à la fois de l'ingénierie, il y a de la modification génétique de ces cellules, de façon à ce qu'elles puissent répondre non pas à une contraction induite par une signalisation électrique, comme c'est la plupart du cas, mais une contraction en fait, qui est induite de façon optique. Donc là, c'est en ayant un faisceau lumineux avec une longueur d'onde sélective qui va ouvrir en fait, des canaux protéiques qui vont induire cette motilité. Et ce qu'ils ont pu reproduire, et vous allez le voir ici, eh bien, en induisant donc, de la lumière sur votre système, les cellules vont se contracter de façon synchronisée, parce qu'elles sont orientées et réparties de façon très... voilà, c'est ce que vous avez ici. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la contraction des cellules qui se fait donc, en allant de l'avant vers l'arrière, et puis qui peut se faire de façon désynchronisée, de la droite vers la gauche, avec différents faisceaux lumineux. C'est ce que vous voyez ici, donc c'est des flashs lumineux. Alors vous ne voyez pas très bien sur la vidéo, mais vous reproduisez cette flagelle que vous avez là, et vous voyez que votre système va avancer, comme ça, progressivement. Donc là, vous avez un exemple, effectivement, alors de système qui est une intégration, on va dire, de vivant dans un édifice qui ressemble beaucoup à de la microélectronique, vous allez pouvoir, effectivement, faire des robots, des mini-robots qui vont être capables de bouger, de se mouvoir. Alors là, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose, d'accord ? C'est quelque chose qui est très élégant, mais qui ne sert pas à grand-chose. Mais demain, effectivement, ce genre de robot peut être induit avec d'autres types de signalisation et venir s'auto-guider ou s'auto-propulser de façon autonome, c'est ce que ces chercheurs imaginent, en répondant à des stimuli qui sont des stimuli endogènes, qu'on va retrouver effectivement à l'intérieur du corps. Et c'est des choses qui sont effectivement, qui paraissent être très très lointaines, mais qui ne sont pas si surréalistes que ça, en tout cas étape par étape. La réplication de la motilité de différents éléments biologiques est de plus en plus proche, en tout cas avec des réalisations technologiques croisées de multiples domaines. En fait. Il y a besoin de multiples compétences pour réaliser ce genre de travaux.
Je ne vous donnerai pas plus d'exemples, parce que là, on est un peu dans la vision futuriste des choses, mais c'est des choses qu'effectivement, on est capable de faire. Manipuler, effectivement, des éléments synthétiques avec des éléments biologiques de façon synchronisée. D'accord? Alors, ce que je voulais passer, enfin, le dernier petit quart d'heure là, que je veux passer avec vous, c'est pour vous illustrer et introduire finalement ce que Simona va vous parler un petit peu après sur un élément donné. C'est comment croiser le domaine des nanotechnologies et ces systèmes hybrides pour la vectorisation de médicaments. Et ça, c'est un domaine qui est effectivement très actuel et très utilisé. On n'est plus dans le futuriste de ce que je vous montrais avant. Alors pourquoi les nanotechnologies et l'échelle nano est importante dans le domaine de la vectorisation? Eh bien, si on regarde effectivement un vaisseau sanguin, et pour vouloir vectoriser, emmener un médicament à l'endroit donné, eh bien, on va passer dans des vaisseaux qui sont de plus en plus petits. Et ces vaisseaux de plus en plus petits, donc on passe des artères aux plus petits vaisseaux sanguins, eh bien, il faut être avec une dimension caractéristique pour pouvoir circuler et atteindre en fait, l'organe qu'on veut atteindre, ou la cellule qu'on veut atteindre, avec une dimension caractéristique qui est de l'ordre de grandeur de la dizaine à la centaine de nanomètres. Donc ça, c'est notre ordre de grandeur à nous. On n'est pas dans l'ordre de grandeur du nanomètre, comme dans la physique, typiquement, ou la physique quantique. D'accord? Là, on est vraiment dans cette échelle caractéristique. Pourquoi? Parce que si on est trop petit, c'est comme une molécule, ça va partout. Si on est trop gros, ça bouche les vaisseaux. Et donc, entre les deux, il y a une bonne fenêtre, enfin, il y a une fenêtre de tir qui permet de circuler longtemps et de pouvoir s'accumuler et aller au bon endroit. Maintenant, les différents types de nanotechnologies qui ont été développés pour remplir ce job, eh bien, vous voyez, il y en a une multitude, avec des matériaux inorganiques, des matériaux organiques. L'inorganique, ça peut être des nanoparticules d'or, de silice ou des nanotubes de carbone. L'organique, ça peut aller effectivement des nanoparticules lipidiques, dont on parle beaucoup, des dendrimères, des liposomes, ou bien des vésicules polymères ou des systèmes micellaires polymères. D'accord? Donc on retrouve toute une zoologie de nanotechnologies diverses et variées que l'on peut utiliser. Toutefois, et moi je vous parlerai, je vous parlerai la semaine prochaine, en fait, je vous ferai un focus particulier en fait, sur ces vésicules polymères qu'on appelle les polymersomes, qui représentent effectivement une technologie assez prometteuse pour l'avenir. Mais ici, en fait, une des difficultés en fait, de toutes ces nanotechnologies, eh bien, comme tout ce qu'on va injecter qu'on n'a pas dans le corps, eh bien, on va avoir tendance, enfin, on va avoir un phénomène de défense en fait, qui va être mis en jeu pour venir éliminer en fait, ces systèmes-là. Et le mécanisme d'élimination, donc c'est la capture rético-endothéliale, et principalement en fait, dans le foie, on va avoir une accumulation hépatique de ces nanoparticules de façon assez importante. Et donc, il y a tout un tas d'approches qui cherchent à éviter, à éliminer en fait, ce mécanisme d'élimination. Mais on peut aussi se dire, eh bien, il y a beaucoup de cellules circulantes dans le flux sanguin qui sont capables de se déplacer et qui sont capables d'aller à différents endroits de façon complètement programmée. Et donc, toute une tendance qui est plus récente, on va dire, qui date d'une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, c'est de dire, ben, pourquoi ne pas utiliser ces cellules et venir quelque part les modifier de façon à venir transporter le médicament de façon plus efficace. D'accord? Puisque ces cellules sont déjà faites pour se transporter, se mouvoir au niveau des tissus biologiques. Et donc là, si on regarde ça, il y a différents types cellulaires qu'on peut venir utiliser. Alors on va retrouver les leucocytes, on va retrouver les cellules souches, on va retrouver principalement les globules rouges, dont on a déjà parlé, qui sont capables effectivement de venir circuler dans le flux sanguin et de venir s'accumuler et de venir répondre à certaines signalisations biologiques. Et donc on peut imaginer effectivement venir encapsuler ou interagir à la surface de ces cellules différents médicaments pour venir les transporter. Et éventuellement les transporter de façon plus efficace, mais aussi de façon plus ciblée. Et donc ça, c'est ce que Simona vous expliquera de façon plus détaillée dans la suite. Et moi, je voudrais juste vous faire un focus sur un type cellulaire. Ce type cellulaire étant les lymphocytes T. Et ces lymphocytes T, en fait, c'est un type cellulaire que vous allez, donc qui sont issus des tissus lymphoïdes, tissus lymphoïdes primaires, et que vous allez retrouver dans tout le système lymphatique. Donc on a un drainage lymphatique qui est important dans tout le corps, mais que vous allez aussi pouvoir retrouver dans tout le système vasculaire, donc qui permettent d'être diffusés un petit peu partout dans le corps,
et venir s'accumuler aussi donc, dans ce qu'on appelle les organes lymphoïdes secondaires, dans les nodules de la lymphe par exemple, mais aussi dans des tissus résidents, où vous allez, comme le foie, les poumons, le système nerveux central, etc. Vous allez retrouver ces différentes lymphocytes. Alors on peut, de façon très simplifiée, les voir de deux façons, ou voir deux types de lymphocytes. Ce qu'on appelle les lymphocytes qui vont être plutôt les CD4, donc eux qui vont reconnaître les antigènes donc, présents sur des cellules qui vont présenter, donc présentatrices de ces antigènes, comme les cellules dendritiques, et ça permet de réguler la réponse immunitaire. Donc ça, c'est un des rôles de ce type cellulaire. Et vous avez d'autres types de lymphocytes, donc ce qu'on appelle les CD8, qui, eux, vont être capables de reconnaître des antigènes présents sur des molécules qui sont des cellules malades et qui vont créer donc, des molécules, des toxines, qui vont venir détruire en fait, cette cellule malade. Et donc c'est dans la réponse immunitaire, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, de cette régulation du système immunitaire, on peut utiliser ces lymphocytes pour venir détruire vos cellules. Il y a un exemple sur lequel d'utilisation et de modulation en fait, de ces lymphocytes, dont on entend aussi beaucoup parler, ce qu'on appelle les CAR T-cells, qui ont donné lieu à des résultats, à des traitements, on va dire, thérapeutiques utilisés chez des patients assez spectaculaires. Alors, le CAR T, ça veut dire une modification chimère d'un antigène, d'un récepteur à l'antigène. C'est-à-dire qu'on va modifier génétiquement la cellule de façon à ce qu'elle exprime ce récepteur biologique. Et donc, la façon de faire, c'est de venir extraire les cellules T du patient, les modifier génétiquement, donc avec des modifications, on va faire de la transfection à travers ces cellules pour introduire un gène qui va être capable d'exprimer à la surface de ces cellules eh bien, ce qu'on appelle ce CAR, donc cet antigène, ce récepteur à l'antigène de façon chimère, donc, qui n'est pas endogène, qu'on va induire spécifiquement. Puis ces cellules modifiées, en fait, il faut les croître, donc il faut en créer des millions, d'accord, puisqu'on va en extraire effectivement que quelques-unes à partir du patient. Ici, dans ce traitement-là aussi, il y en a beaucoup qui ne résistent pas à ce traitement-là. Donc il faut les développer et ensuite les reperfuser au patient. Et maintenant, ces cellules ici eh bien, vont être capables de reconnaître la surface des cellules, en particulier des cellules tumorales, et venir les détruire de façon spécifique. D'accord ? Parce qu'elles ont été modifiées génétiquement de façon à venir reconnaître ici le récepteur présent à la surface de cette cellule cancéreuse. Et donc cette approche thérapeutique a démontré et présente beaucoup d'espoir, en particulier dans des cas de leucémie aiguë, avec des résultats qui sont vraiment assez spectaculaires, où après une injection, une réinjection, on va dire sur les patients et des jeunes patients, en fait, le cancer a complètement disparu, mais aussi sur certains types de lymphomes, sur des patients plus adultes. Donc ça, c'est vraiment une technologie qui est effectivement avec une modification qui n'est pas chimique, on ne vient pas greffer un polymère dessus, qui est une modification génétique de la cellule pour venir reconnaître certains types cellulaires. Alors, on peut aussi les utiliser de façon, on va dire, plus simple, entre guillemets, pour venir greffer à leur surface des réservoirs de médicaments. Et donc là, pour le faire, eh bien, on va pouvoir utiliser, il y a deux méthodes ou deux approches pour le faire, soit des méthodes, on va dire, non spécifiques ou plus ou moins spécifiques, mais si on regarde la surface d'une cellule, eh bien, on a plein de groupements qui permettent de faire de la chimie. Alors, vous l'avez vu ce que je vous ai présenté au tout début, on peut venir ancrer des amorceurs de polymérisation, on peut venir faire différents types de chimie justement uniquement sur les groupements déjà présents sur les protéines ou les glycanes à la surface des cellules. On a des groupements thiol, on a des groupements amines, on a des groupements alcool, et ça, il y a plein de chimies simples de couplage, de conjugaison qu'on peut faire à partir de ces groupements-là. Je vais vous montrer un exemple qui est très spécifique. Vous avez ce groupement ici particulier, ce groupement azide, qui n'est pas présent d'un point de vue biologique, mais qu'on va pouvoir induire et qui va nous permettre d'avoir une spécificité dans la chimie de conjugaison. Parce que tout l'enjeu ici, c'est de venir faire une chimie à la surface d'une cellule sans modifier les propriétés de la cellule. Ces lymphocytes T qui sont capables d'aller au bon endroit et de reconnaître en fait certaines cellules, eh bien, on ne veut pas perturber cette activité-là. Donc on ne peut pas faire de la chimie n'importe comment. Donc une façon de le faire, et ça c'est des choses qu'on a aussi développées au laboratoire,
en collaboration avec un groupe spécialisé en immuno, eh bien, on peut venir modifier une cellule, et ça c'est une chimie qui a été développée en particulier dans le groupe de Caroline Bertozzi, qui a eu le prix Nobel de chimie en 2000, il y a 2 ans. Eh bien, on peut donner à manger, entre guillemets, des sucres, mais qui vont contenir un groupement azide en surface, donc ce groupement N3. Vous allez voir ce groupement N3, ce qu'on peut faire avec. Donc on va insérer ce sucre particulier qui va être rentré dans le métabolisme de la cellule et qui va donc intégrer dans les glycanes de surface ce sucre modifié qui va présenter ici des groupements N3 en surface. Alors ce groupement N3, ok, un groupement chimique particulier, mais ce groupement N3 en fait va être capable d'être couplé avec un autre groupement chimique qu'on va pouvoir présenter en face, qui est un groupement ici qu'on appelle donc avec une triple liaison. Donc c'est une réaction dite de chimie clique, ou une réaction qui est une réaction azide-alkine qu'on appelle la réaction SPAC, d'un point de vue plus chimique. Mais ça se fait de façon spontanée, sans catalyseur, sans rien. Donc il suffit de les mettre ensemble, et ils vont réagir ensemble de façon complètement spontanée. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la surface, ici maintenant, de votre cellule, avec ce glycane modifié, vous allez pouvoir venir coupler un peu ce que vous voulez. Ça peut être une drogue, ça peut être une chaîne polymère, ça peut être une nanoparticule. D'accord? Et parmi les nanoparticules, ça peut être par exemple une vésicule qui va contenir un actif thérapeutique ou, ici, pour juste voir ce qu'on fait, un système fluorescent. Et donc ce que vous pouvez voir ici, donc après modification de votre surface cellulaire, ici, donc ce sont un certain type de lymphocytes, vous avez ici vos nanovésicules qui ont été marqués, donc qui font à peu près 200 nanomètres, qui ont été marqués avec des groupements verts, qui sont de la fluorescéine. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez votre surface cellulaire qui est là, vous avez votre noyau ici qui est en bleu, et vous retrouvez ici plein de points verts qui sont autour, qui sont effectivement ces nanoparticules qui ont été greffées à la surface des cellules. Et là, l'idée, c'est de venir maintenant extraire ces cellules, les modifier chimiquement, les réinjecter effectivement pour l'instant sur l'animal, et préserver l'activité cellulaire et venir délivrer, on va dire, ces cellules et donc ces nanoparticules pour avoir une dose d'actifs importante, ciblée par cette circulation cellulaire liée à ces lymphocytes qui vont être capables de s'accumuler à nouveau dans des régions pathologiques comme des régions inflammatoires. Une autre façon ou un autre exemple que je voulais vous montrer, c'est le passage de la barrière hémato-encéphalique, qui est un enjeu majeur. En fait, c'est la barrière hémato-encéphalique, c'est la barrière qui va séparer votre cerveau, qui est l'organe le plus précieux que l'on a, du flux circulant. Donc il n'y a rien qui passe, il n'y a pas grand-chose qui passe. Mais il y a certaines cellules qui sont capables de passer, comme ces cellules ici, qui sont des cellules T à nouveau, des cellules T avec un phénotype particulier qu'on appelle le CD4+. Et de façon schématique, c'est ce que vous avez ici, en fait. Quand ces cellules vont passer, donc ça c'est votre barrière hémato-encéphalique, ça c'est le système nerveux central avec le parenchyme que vous avez ici, eh bien vous allez avoir une reconnaissance avec ces éléments de reconnaissance particulière qu'on appelle ces VCAM ou ces ICAM. Les cellules vont être capables de se balader en surface, donc ce qu'on appelle le crawling que vous avez ici, trouver éventuellement un endroit où elles peuvent diffuser, donc avec des mécanismes qui peuvent être différents mécanismes, donc la transcytose, on passe à travers une cellule ou entre les cellules. Et éventuellement, si on a fonctionnalisé ces cellules maintenant avec des nanoparticules, eh bien on va pouvoir emmener ces nanoparticules dans le cerveau et venir délivrer un agent toxique ou un agent réparateur au niveau du cerveau, d'accord, en utilisant à nouveau ce passage cellulaire. Ce qui est à nouveau une barrière extrêmement challenging. Et là, il y a des travaux... Alors, il y a plein de travaux en fait, dans ce domaine-là, mais des travaux assez récents qui ont été publiés par une équipe de l'EPFL à Lausanne, qui ont montré à nouveau, donc ça c'est les cellules que vous avez ici, les petits points que vous avez ici verts sont les nanoparticules qui ont été décorées à la surface des cellules. Vous retrouvez une décoration qui est plus ou moins homogène. Alors, là, il y a tout un enjeu sur quelle chimie on fait, quelle taille de nanoparticules on met, quelles sont les propriétés mécaniques de ces nanoparticules. Et vous allez voir, c'est ce qu'ils ont démontré dans ces vidéos. Donc, dans ces vidéos, ce que vous voyez ici, donc là, vous voyez le tapis cellulaire. Donc ça, c'est un tapis cellulaire en culture cellulaire 2D. Ce que vous voyez ici, ce sont les cellules T qui vont venir
nager à la surface, hein, donc c'est l'effet de crawling, à la surface des cellules, et puis vous les voyez par moments, elles disparaissent. Donc c'est ce que vous avez ici, elles sortent du plan d'imagerie, donc elles ont rentré à travers ce tapis cellulaire. Et ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est ces mêmes cellules, mais qui ont été modifiées avec ces petits points verts. Ces petits points verts sont les nanoparticules de polymères qui ont été fonctionnalisées. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'elles, donc à nouveau, elles se baladent à la surface, et puis elles trouvent des points d'entrée, et puis là, elles essaient de rentrer, et elles commencent à rentrer. Et ce que vous voyez par exemple ici, c'est qu'elles sont rentrées, mais elles ont laissé à la surface les nanoparticules. Tout simplement parce que pour rentrer, pour venir diffuser dans le tapis cellulaire, c'est ce que vous avez représenté schématiquement, je vais vous remettre le dessin que vous avez là, eh bien, ces cellules ont la capacité de se déformer pour pouvoir s'insérer. Mais imaginez, c'est comme si vous voulez passer dans un très court espace, mais avec un énorme sac à dos, ben, à bout d'un moment, ça ne va pas passer. D'accord, le sac à dos il va rester bloqué. Éventuellement, vous allez passer, mais le sac à dos, vous allez laisser de l'autre côté. Ben, c'est ce qui se passe un petit peu ici, parce que les nanoparticules en fait, qui ont été couplées ici, ce sont des nanoparticules qui sont très rigides, très dures, et qui sont très peu déformables, et elles qui n'ont pas pu rentrer. Donc là, pour l'instant, ça ne marche pas, en tout cas dans ces travaux-là, mais ça a permis de comprendre effectivement que eh bien, ce qu'on va venir accrocher doit avoir les mêmes propriétés aussi physico-chimiques pour pouvoir avoir cette déformation particulière, pour pouvoir être inséré et venir pénétrer cette barrière hémato-encéphalique qui est effectivement très difficile à pouvoir passer autrement. Donc c'est un des espoirs de pouvoir passer et d'amener des traitements au niveau de la barrière hémato-encéphalique de façon sélective et de façon contrôlée. J'arrive à la fin. Donc la conclusion ou un peu les messages de ce qu'on a vu ensemble ici, c'est que l'associé des cellules en fait, et des polymères ou des nanotechnologies eh bien, peut servir à plusieurs choses. Il y a plusieurs éléments importants, soit protéger des cellules, soit modifier une activité cellulaire, soit créer des tissus biologiques fonctionnels, donc pour la réparation par exemple, ou bien des devices un peu plus fous, on va dire, au niveau de la robotique. Ces nouvelles approches en fait, sont importantes aussi au niveau de la thérapie. Moi, je voulais illustrer spécifiquement sur les lymphocytes T, en vous montrant effectivement ces CAR T-cells, hein, donc ces cellules T modifiées génétiquement pour venir activer et booster une réaction immunitaire, ou bien conjuguer ces cellules T avec des systèmes de vectorisation. Donc ça, ce sont à nouveau des approches qui sont des approches actuelles, en cours, pour l'instant au niveau de la recherche, mais qui ouvrent des perspectives extrêmement importantes ou extrêmement intéressantes. Plus généralement, eh bien, utiliser des cellules circulantes et ciblantes permettent d'améliorer la distribution et en utilisant un peu le principe du cheval de Troie. Hein. Et puis, pour finir eh bien, tout ça ouvre effectivement de nombreuses opportunités, de nouvelles opportunités pour des traitements qui vont être plus efficaces, mais aussi plus spécifiques. C'est ce qu'on appelle effectivement la médecine personnalisée. On va pouvoir venir cibler de façon spécifique une cellule, un type cellulaire donné qui répond effectivement aux patients donnés. Et donc ce sont des approches qui ne sont pas encore utilisables, bien sûr, chez le patient, mais en tout cas, c'est des approches qui sont en devenir et prometteuses pour le futur, qu'on espère dans un futur proche. Donc je vais terminer ici. Je vous remercie pour votre écoute. Je serai ravi d'échanger, de répondre à vos questions. Et puis Simona étendra en fait cette perspective sur d'autres types cellulaires en termes de diffusion de motilité. Merci à vous.